« 1944. Le vrombissement des bombardiers alliés résonne quotidiennement dans les oreilles des populations européennes. L'Allemagne est sur la défensive et les raids de bombardement incessants détruisent ce qui reste des villes. Un seul espoir subsiste pour la Luftwaffe, disposer d'un avion capable d'abattre les bombardiers ennemis avant que ceux-ci n'atteignent leurs objectifs. Le Messerschmitt Me-163 a recours aux moteurs fusées pour intercepter les avions alliés. Mais d'autres intercepteurs allemands, moins connus, eux, décollent verticalement. Le plus étonnant, sans doute, est ce projet Focke-Wulf, nommé Triebflügel. C'est un appareil muni d'une aile rotor qui tourne autour d'un fuselage en forme de cigare. L'extrémité de chaque aile reçoit un statoréacteur orienté vers le bas. Et comme les statoréacteurs ne peuvent pas fonctionner à une vitesse inférieure à 290 km/h, il faut lancer l'aile rotor avec des moteurs fusées. Le Triebflügel est censé grimper rapidement et abattre les bombardiers alliés. N'ayant pas besoin de piste pour décoller et pour se poser, il doit pouvoir opérer de n'importe où. Mais cet appareil révolutionnaire n'a jamais pu être essayé. On ne sait pas vraiment comment le pilote aurait effectué la transition vol vertical, vol horizontal. Et l'atterrissage n'aurait sûrement pas été de tout repos. Quoi qu'il en soit, le Triebflügel n'a jamais été construit. Et de toute façon, en 1945, il est déjà trop tard. Les bombardiers alliés ravagent le cœur de l'Allemagne et la capitulation est imminente. Après la guerre, les projets secrets allemands réapparaissent de l'autre côté de l'Atlantique. Les Américains sont impressionnés par les idées allemandes en matière de décollage et d'atterrissage vertical. Dès 1947, l'US Navy passe commande pour la construction de ce type d'appareil. L'US Navy était très intéressée car elle avait essuyé quelques revers sérieux à la fin de la Seconde Guerre mondiale, en concentrant l'essentiel de ses forces sur un nombre relativement limité de porte-avions. Et elle en a perdu quelques-uns lors des attaques kamikazes. Elle voulait un chasseur d'autodéfense capable d'opérer à partir de n'importe quel type de navire. C'était ça le but, et je crois que les gens de l'US Navy ont été les premiers à se lancer dans cette aventure. La configuration née en l'air paraissait logique, car elle demandait le moins de changements. En mars 1951, le bureau aéronautique de la Navy reçoit les projets de deux constructeurs, Convair et Lockheed. Malgré les progrès en matière de propulsion à réaction, les deux appareils proposés, nez pointés vers le ciel, seront propulsés par de bonnes vieilles hélices. L'hélice était bien connue. Elle produisait un flux d'air idéal. On pouvait faire bouger les surfaces mobiles dans ce flux sans avoir besoin d'un système de contrôle séparé. Et donc les deux nés en l'air de Lockheed et de Convair furent les premiers de la série. L'appareil de Convair est dénommé XFY-1. Le programme est suivi par une petite équipe d'officiers de l'US Navy. Parmi eux, le capitaine Sid Sherby. Il avait un rapport poids poussé supérieur à 1. Donc formidable, il pouvait se poser. Il avait d'excellentes performances et sa tenue en vol était parfaite. La forme particulière du prototype Convair lui vaut rapidement un surnom, Pogo. Avant son premier vol, le Pogo est envoyé à la base aéronavale de Moffett en Californie. Là, il est fixé par un système complexe de câbles qu'il attache au plafond d'un hangar géant haut de 56 mètres.
Le pilote d'essai, James Keats Coleman, passe l'été 1954 à le tester. Après une série d'essais concluants, montrant qu'il peut voler en stationnaire, le Pogo est transféré à Brownfield, près de San Diego. Dressé sur cette piste de Californie du Sud, l'étrange machine fascine le personnel de la Navy. D'aspect général, l'avion est plutôt compact. Des hélices contrarotatives permettent de maîtriser le couple de l'énorme turbopropulseur Allison. Le 2 novembre 1954, Keats Coleman fait décoller le Pogo pour une première manœuvre de transition. Comme l'appareil décolle et se pose nez en l'air, Coleman doit obligatoirement procéder à 2 transitions au cours d'un même vol. Lorsque Coleman pousse délicatement le manche vers l'avant, l'avion obéit et s'incline vers la position horizontale. La portance des hélices laisse place doucement à celle de la voilure et la puissance du moteur Allison entraîne rapidement l'avion en vol horizontal. Les avions à décollage vertical n'ont pas besoin d'autant de puissance pour voler horizontalement que pour décoller. Coleman réduit donc les gaz pour entamer sa ronde dans le ciel californien. Quand le pilote tire sur le manche et effectue la manœuvre inverse en partant de sa position horizontale, l'avion pointe vers le ciel et la portance est progressivement assurée par les hélices. Une fois en vol stationnaire, Coleman réduit simplement la puissance et le Pogo redescend vers le sol. C'est le premier vol au cours duquel un pilote est passé du vol aérodynamique au vol en sustentation. Et cette prouesse vaut à James Keats Coleman le Harman Trophy. Pendant ce temps, le petit prototype à décollage vertical de Lockheed arrive à la base d'Edwards pour une série d'essais. La machine a été baptisée XFV-1, mais elle acquiert le pseudonyme folklorique de Salmon, saumon, d'après le nom de son pilote d'essai Herman Fish Salmon. Le Salmon diffère de son homologue Pogo. Il est muni pour les essais d'un train d'atterrissage classique et contrairement à Convair, Lockheed ne tentera jamais de décollage vertical. La malheureuse firme Lockheed souffrait du fait que Convair était arrivé avant elle et disposait d'un turbopropulseur Allison suffisamment puissant. La machine à turbopropulseur de Lockheed ne fit jamais de transition de verticale à horizontale qu'à haute altitude. L'appareil de Lockheed réussit les manœuvres de transition. Mais à quoi bon s'obstiner s'il ne peut atterrir et décoller verticalement sur ses dérives de queue? Des problèmes incessants de mise au point du moteur ralentissent les essais du Salmon et le programme est annulé 1 an seulement après le premier vol. Les nez en l'air de Convair et de Lockheed susciteront de nombreuses déceptions et les 2 machines seront victimes de l'arrivée du turboréacteur. Pourtant, en essuyant les plâtres dans ce domaine incertain du vol vertical, les 2 bureaux d'études ont réussi leur pari. C'étaient des prototypes, c'étaient des avions de recherche, ils ne faisaient que montrer que c'était possible. À la fin des années 40, l'aviation entre dans l'ère de la propulsion à réaction. Les militaires cherchent déjà à utiliser ces nouveaux moteurs pour le décollage vertical. La firme Ryan est une des premières à saisir l'opportunité. Le Ryan Fireball est un avion de combat hybride, propulsé à la fois par un moteur à piston et un turboréacteur. Les ingénieurs responsables de la machine constatent qu'avec le seul réacteur en fonctionnement, le rapport poids-poussée est supérieur à 1. Ryan avait reçu un contrat de la Navy en 1949 pour mettre au point un système de contrôle à réaction à partir d'un réacteur ordinaire. Ils avaient beaucoup travaillé, tout marchait plutôt bien, et en 1951, ils faisaient voler une sorte de banc d'essai télécommandé à fonctionnement vertical, qui fut un vrai succès.
Mais chez Ryan, tout le monde n'apprécie pas le banc d'essai. Le personnel surnomme la machine « la bête au fond du jardin » à cause du bruit qu'elle produit et de son aspect peu engageant. Tout ce petit monde ne se rend pas compte que la bête fait faire des progrès considérables dans le domaine du vol vertical. Le banc d'essai Ryan effectue ses premiers vols télécommandés le 24 novembre 1951. Puis, la bête commence lentement à prendre forme. On ajoute une voilure delta et les systèmes de contrôle à réaction sont améliorés. Enfin, on installe un habitacle tout en haut de l'appareil. Puis, fin 1953, le pilote d'essai Pete Girard grimpe à l'échelle et s'attache sur le siège. Vers la fin de l'année, le banc d'essai de Ryan devint la première machine volante au monde dirigée par un pilote, dans l'axe vertical ou horizontal. Il précédait le fameux leakage volant de Rolls-Royce d'environ une année, et on peut dire que c'était une véritable prouesse. Le second pilote à essayer la bête de Ryan est le général Albert Boyd de l'US Air Force, alors que c'est toujours la Navy qui finance le programme. Mais les fonds vont bientôt s'épuiser. À la fin de la guerre de Corée, le budget de l'US Navy est fortement réduit et Ryan doit chercher un nouveau sponsor. L'US Navy a financé ce programme de banc d'essai jusqu'en 1953, je crois. Ensuite, elle s'est retirée du projet après que l'engin expérimental ait effectué les premiers essais. Mais Ryan a ensuite réussi à persuader l'US Air Force de s'y intéresser. Et ils ont débloqué un budget qui a permis la production de 2 avions nés en l'air à réaction, baptisés depuis X-13. L'US Air Force s'intéresse au décollage vertical pour des raisons très différentes de la Navy. En cas d'invasion de l'Europe centrale par les Soviétiques, des stratèges de l'Air Force prédisent que toutes les pistes aériennes de l'OTAN seront détruites en une seule journée. Les avions de combat seront donc cloués au sol, à moins qu'ils ne puissent décoller verticalement. Tandis qu'elle reprend à son compte le programme du Ryan X-13, l'US Air Force expérimente déjà d'autres moyens de décoller sur place. Des essais de lancement sur rampe sont entrepris en fixant des fusées auxiliaires sous des chasseurs F-84. Pour les stratèges de l'Air Force, cette méthode semble excellente. La technologie des fusées est parfaitement maîtrisée et on peut utiliser les avions existants. Pendant ce temps, le Ryan X-13 commence à prendre forme. Les essais en soufflerie sont suivis d'une maquette grandeur nature. Celle-ci peut être inclinée dans la position horizontale ou verticale. Les pilotes l'utilisent pour simuler les attitudes de vol. C'est à bord de cette installation qu'ils expérimentent pour la première fois le curieux siège du X-13. Le X-13 fut le premier avion équipé d'un poste de pilotage basculant électriquement. Le siège basculait pour le vol horizontal d'un angle de 40 à 50 degrés, pour que le pilote puisse être assis correctement, avec la tête et le corps redressés. Il n'était pas assis allongé comme il aurait été si le siège avait été fixe. Mais en même temps, ça n'améliorait pas tellement sa visibilité en dehors du cockpit, parce qu'il avait le nez de l'avion devant les yeux et il devait passer la tête sur le côté. La position de pilotage requiert un certain entraînement. Même si les pilotes d'essai s'installent régulièrement à bord de machines étranges, aucun d'entre eux n'a encore volé dans la position allongée. On prétend qu'une femme de pilote, après avoir vu comment son mari était installé, a pris un air accablé en disant « C'est une bonne position, mais pas pour voler ». Alors que les maquettes sont déjà essayées en soufflerie, la firme Ryan n'arrive pas à trouver le moteur adéquat pour son avion. Le Pratt & Whitney J57 était suffisant pour soulever le banc d'essai Ryan, mais le X-13 définitif est bien plus lourd.
Ce qui leur manquait au départ, c'était un moteur adéquat. Il semblait évident que leurs recherches pour trouver un moteur capable de fonctionner en position verticale chez les constructeurs américains ne donnaient rien. Aucun constructeur américain ne voulait vraiment s'y atteler. Mais Rolls-Royce, en Angleterre, a répondu oui, on peut le faire. Ils ont pris un Avon série 200 à flux axial qui donnait environ 5 tonnes de poussée et l'ont qualifié pour le fonctionnement vertical. C'est la raison pour laquelle Rolls-Royce, qui n'en a d'ailleurs pas beaucoup parlé, a eu l'honneur de propulser le premier avion à décollage vertical efficace, le X-13 Vertijet. Fin 1955, le moteur est installé et les essais statiques commencent. Le réacteur se comporte parfaitement. L'avion est alors transporté par camion vers la base d'Edwards pour les essais en vol. Et les problèmes commencent. Ce moteur Rolls-Royce, installé dans cet avion extrêmement compact, leur a donné quelques maux de tête. Je me souviens de Pete Girard me disant au cours d'une de nos conversations que pendant un vol horizontal normal à Edwards, il avait tiré sur le manche pour décoller et l'avion avait décollé immédiatement. Mais comme il avait ce gros gyroscope qui tournait derrière lui, le réacteur Avon, dans ce minuscule avion, le nez a fait ça avant de se stabiliser. Il a fallu modifier le système de stabilisation automatique pour empêcher le couplage entre la direction et la profondeur. Les essais en vol conventionnel doivent être retardés de 2 semaines pour que les ingénieurs de chez Ryan puissent monter un amortisseur de roulis destiné à éliminer l'effet de couple du moteur avant. Le programme d'essai en vol conventionnel est réduit au minimum. L'US Air Force est impatiente de voir l'avion voler verticalement. Pour les essais, on monte un chariot tubulaire muni de trains sous l'appareil. Surnommé train Pogo, cette structure permet à Pete Girard, le pilote d'essai, d'explorer le domaine de manœuvre en vol sustenté. Ils ont mis au point leur propre tuyère orientable. Orientable, ça veut dire que le moteur soufflait directement vers le bas, mais qu'on pouvait orienter l'éjection des gaz de 15 degrés sur tous les axes. Donc la tuyère d'échappement était le système principal de contrôle du X-13 en direction et en profondeur. Attitude et tangage sont contrôlés par le mouvement de la tuyère du réacteur, tandis que le roulis est dirigé par un jeu séparé d'éjecteurs à réaction. Ils prélevaient de l'air depuis le compresseur haute pression et le dirigeaient vers des clapets à l'extrémité des ailes. Ceux-ci étaient contrôlés par les surfaces mobiles. C'était l'avion minimaliste. Le seul élément un peu complexe était la tuyère de propulsion et les tuyaux courant vers les clapets aux embouts d'ailes qui contrôlaient le roulis de l'appareil. Le X-13 Vertijet s'avère étonnamment docile. La pratique de manœuvres complexes, y compris les atterrissages avec une précision de moins d'1 mètre, devient routinière pendant les essais. À la vue des évolutions gracieuses menées par le pilote Pete Girard, un témoin baptise ses essais en vol le ballet Vertijet. Après quelques vols, Pete Girard est en mesure de faire glisser confortablement l'avion dans les airs, d'effectuer des pirouettes et de se poser avec précision. Il est maintenant prêt pour la prochaine étape. La procédure finale consistera à décoller à partir d'un câble et à se poser sur celui-ci au moyen d'un crochet monté sur le nez de l'avion. Pour s'exercer à la manœuvre d'approche, une corde est tendue entre 2 pylônes de 15 mètres de haut.
Un crochet est fixé par une charnière au nez du Vertijet. Lorsque Girard glisse au-dessus du filin, le crochet se replie sous la pression. Après les essais du crochet, le train d'atterrissage provisoire est de nouveau monté. Le 28 novembre 1956, Girard fait grimper le Vertijet à 1800 mètres d'altitude. Arrivé là, il pointe le nez de l'appareil et entame un vol en sustentation. Ensuite, il rebascule le nez vers l'horizon et reprend son vol normal. C'est la première fois qu'une manœuvre de transition est exécutée par un avion à réaction à décollage et atterrissage vertical. Ce vol combinant translation horizontale et sustentation donne quelques sueurs froides aux pilotes de l'appareil d'accompagnement. L'un d'entre eux remarque « Le seul avion qui puisse accompagner un Vertijet est un autre Vertijet ». Au cours des semaines qui suivent, Girard parvient à maîtriser parfaitement son approche sur le filin. Cette manœuvre exige un maniement extrêmement délicat des commandes de vol. Une opération difficile à effectuer par mauvais temps. Pour simplifier la vie du pilote, le bureau d'études Ryan demande à ce que la remorque mobile d'atterrissage soit équipée de bras articulés vers le haut. Ainsi, le pilote pourra diriger l'avion en sustentation juste au-dessus du filin. Lorsque l'appareil approche de la remorque, les bras de support montent rejoindre le crochet. Le pilote peut alors réduire les gaz et s'accrocher en sécurité sur le câble. Pete Girard prouve qu'il est possible de décoller et d'atterrir verticalement. Il démontre qu'il peut quitter et s'approcher du câble en effectuant des sustentations dans les deux sens. Reste maintenant à accomplir toutes les phases des essais en une seule démonstration. Le 11 avril 1957, Pete Girard est prêt pour le test final. Perché sur son fil, Girard met les gaz et s'élève gracieusement dans le ciel d'Edwards. Girard effectue ensuite une série de manœuvres traditionnelles. Puis il pointe le nez de la machine en l'air et redescend lentement vers la base d'Edwards. Notre pilote s'est entraîné de nombreuses fois à l'approche et à la capture du câble, mais il n'a jamais vraiment atterri. En cas de succès, ce sera le premier atterrissage de ce type dans toute l'histoire de l'aviation. Girard ne peut pas voir réellement le câble. Il doit juger de sa distance en observant les deux tiges de repère de 6 mètres montées à l'extrémité des bras articulés. Avec cette seule référence visuelle, et aidé par un contact radio permanent, il guide délicatement l'appareil vers le câble. Lorsqu'il est en position, les bras articulés s'élèvent et Girard entre en contact avec le sol. Ce système d'atterrissage au câble rappelle un arrêt au filin sur un porte-avions en moins brutal. Malheureusement pour le pilote, la mission n'est pas terminée tant que les équipes au sol ne l'ont pas aidé à sortir de son habitacle. L'engin était suspendu à son câble, rapidement attaché. N'oubliez pas que l'appareil est très petit, vraiment petit. Ensuite, on le basculait pour pouvoir le transporter sur sa remorque pour le préparer, remettre du carburant, etc. Le X-13 n'a pas de train rentrant. Un train tricycle est monté lorsque l'avion effectue des vols normaux. Mais lorsqu'il opère à partir de sa remorque, le seul dispositif terrestre est le crochet sous le nez. L'engin devait toujours décoller
et se poser verticalement. Et je pense que c'est ce qui l'a tué. Mais c'était difficile à comprendre pour les bureaux d'études et les services de l'armée à l'époque. Ce qui a contribué à tuer le projet était le manque de souplesse. On sait maintenant qu'un avion à décollage vertical, qui ne peut pas être chargé au maximum, et grâce à la portance des voilures décoller court au lieu de vertical, ne sera pas d'une grande utilité pour les militaires. Quoi qu'il en soit, le X-13 est convoyé à Washington en juillet 1957 pour effectuer une démonstration devant le Pentagone. Malgré le succès, ce sera la dernière révérence du danseur X-13. À la fin des années 50, les militaires ne s'intéressent plus au nez en l'air. Le Vertijet a certes rempli son contrat, mais les services du Pentagone doutent de sa capacité à opérer dans des conditions réelles. Mais tous les essais, que ce soit le crochet sur le X-13 ou les trains sur ces avions nés en l'air, tous les essais ont été faits par beau temps, ciel bleu, soleil, etc. Mais ce que voulait vraiment la Navy, c'était un appareil capable d'opérer du pont d'un navire qui roulait et tanguait, par mer agitée et mauvaise visibilité. Et ça, ils n'ont jamais pu l'avoir. C'était évidemment une autre paire de manches. Pendant les essais du Ryan Vertijet, les militaires continuent de s'intéresser au lancement sur rampe avec des boosters à moteur fusée. Mais les Américains ne sont pas les seuls à mener des recherches dans ce domaine. L'Union soviétique a d'immenses frontières difficiles à protéger. Les bases d'intercepteurs russes sont très éloignées et les services de la défense s'inquiètent des trous qui permettraient aux bombardiers américains de passer. Au lieu de construire d'autres pistes, l'armée de l'air soviétique a disséminé des chasseurs MiG-19 dans des zones isolées. Les avions sont munis de fusées auxiliaires et lancés à partir d'une rampe. Le système des rampes de lancement est économique et efficace. Mais il pose aussi de nombreux problèmes. La rampe est lourde et difficile à déplacer. Et surtout, un avion qui décolle doit aussi se poser après sa mission. Et si les pistes ont été endommagées par des bombes, le pilote n'a plus d'endroit pour se poser. Ce problème ne préoccupe d'ailleurs pas que les Américains et les Soviétiques. Pendant la guerre froide, le territoire français est un champ de bataille potentiel. En 1955, les constructeurs français travaillent donc aussi sur un projet de machine à décollage vertical. Les Français étaient en pleine renaissance de leur industrie dans les années 50 et n'avaient absolument pas l'intention de rester à la traîne. Eux aussi ont imaginé les avantages d'un nez en l'air. La SNECMA, constructeur de moteurs d'avion, participe au développement d'un projet d'intercepteur propulsé par statoréacteur. Les études commencent par la construction d'une sorte de cage rudimentaire. Elle est propulsée par un pulsoréacteur similaire à ceux qui animaient les V1 allemands de la Seconde Guerre mondiale. La maquette, retenue par des filins, vole de 1955 à 1956. Mais ce n'est qu'une étape vers un engin plus évolué que la SNECMA va bientôt essayer. La SNECMA avait mis au point une version du réacteur Attar, le moteur utilisé sur toute la famille des chasseurs Mirage, et qu'elle avait attelé à un échafaudage pour le retenir. L'Attar volant était enserré dans ce système. Il avait des appendices pour maintenir le système de contrôle à réaction qui mettait l'appareil en rotation dans cet axe, la direction donc. Il avait un train d'atterrissage rudimentaire avec des amortisseurs. Ils avaient mis au point une tuyère orientable qui non seulement soufflait verticalement, mais qui pouvait aussi s'incliner
de 15 degrés en partant de la verticale sur tous les axes. L'Attar volant ressemble à une machine tout droit sortie d'un roman de Jules Verne. Curieux avion que ce tube posé sur des fines pattes métalliques. Mais il constitue une étape importante vers la mise au point d'une machine à sustentation verticale. Le premier Attar volant est dénommé P1. À son bord, le P1 n'a pas de pilote. Il est télécommandé à partir d'une salle de contrôle. Après une série de vols retenus par des filins, le P1 est remplacé par un successeur plus sophistiqué, le P2, qui sort des ateliers en mars 1957. Il est identique à son aîné, mis à part un nouvel élément, le siège du pilote. Comme sur l'aîné en l'air américain, l'accès à celui-ci n'est pas facile. Le pilote doit emprunter une échelle pour l'atteindre. Mais à la différence des pilotes américains, le pilote d'essai Auguste Morel bénéficie, lui, d'un luxe exceptionnel. Il est assis normalement. La position du pilote est beaucoup plus naturelle et il jouit de plus d'une vue sans obstacle sur tout l'horizon. En mai 1957, les pilotes d'essai de la SNECMA sont prêts à tenter un vol sustenté libre. Le réacteur volant est dégagé de sa laisse géante et sorti sur la piste de Melun-Villaroche. Par un beau jour de printemps, Auguste Morel est prêt à prendre les airs. Le pilotage de l'Attar volant exige une grande concentration. Le moteur développe une poussée de 3200 kg. La machine complète pèse 2850 kg, soit un rapport poids-puissance de 1,1. Cette marge de puissance extrêmement réduite exige du pilote un doigté exceptionnel. Une décélération trop rapide et l'Attar volant s'écrase au sol. Morel manie les commandes avec précision et le premier vol est une réussite. Un troisième Attar volant subit pendant ce temps des tests d'un tout autre genre. Le P3 ressemble à ses deux prédécesseurs, excepté pour son nez. Il est aussi équipé d'un cockpit de type vertical qui rappelle celui des nez en l'air américains. Mais le P3 est monté sur un berceau dans un wagon plat. Le but est de faire une simulation dynamique d'écoulement d'air lors d'un atterrissage vertical. La tuyère du réacteur est orientée vers l'avant du train. Le convoi accélère et les ingénieurs vérifient à partir de quelle vitesse le moteur commence à perdre de la poussée. Ce troisième Attar volant ne volera jamais, mais il fournit de précieuses informations sur le problème du retour de flux lors des vols verticaux. Le second Attar volant se révèle plutôt facile à piloter. Les ingénieurs français ont suffisamment confiance en leur machine pour le présenter au Salon du Bourget. La machine de la SNECMA surprend le public. Mais en tant qu'engin volant, elle n'est qu'une première étape. Il n'apportait en fait pas grand-chose, si ce n'est la preuve qu'on pouvait contrôler une machine de ce type. Le couplage gyroscopique ne semblait pas un problème. L'appareil était facilement contrôlable. Mais les Français voyaient plus loin. Et en 1955-56, la SNECMA travaillait sur une version plus avancée de ce système, beaucoup plus compliquée, puisqu'elle était destinée à un avion à voilure annulaire capable de décoller verticalement. Il ressemblait de profil à ce que je suis en train de dessiner. L'aile annulaire était assez grande en diamètre et en corde.
Le cockpit était placé devant et à l'intérieur, il y avait un réacteur à tare. Il disposait aussi de la tuyère orientable. Mais comme il était à l'intérieur d'un conduit aérodynamique, l'aspiration lui permettait de bénéficier d'une poussée supplémentaire. Mais les efforts de la SNECMA sont destinés à un engin construit par Noraviation, le coléoptère. La machine est réellement originale. À la base de sa voilure cylindrique, on trouve 4 petits stabilisateurs triangulaires. En dessous de ces appendices sont montés des trains d'atterrissage constitués de roulettes orientables à l'extrémité d'amortisseurs. La voilure est reliée au fuselage par 4 montants profilés. Un seul coléoptère sera construit. Au printemps de 1959, l'appareil est sorti secrètement de l'usine, de nuit. Avant son premier vol, il est hissé sur une plateforme basculante. La machine entière est orientée vers le haut ou à l'horizontale pour faire ressentir au pilote les sensations particulières éprouvées à bord d'un nez en l'air. En décollant comme ça, exactement comme les nez en l'air américains, le X-13 de Ryan et les 2 machines de Convair et de Lockheed, on avait encore cette disposition particulière de la propulsion. C'était la position la plus bizarre pour piloter. Et quand il fallait passer à la verticale, après avoir effectué une transition en décélérant, il fallait littéralement sentir le sol. On ne voyait rien du tout. Ce n'était pas une position à laquelle les pilotes allaient facilement s'habituer. Il faut ajouter que tous les essais avaient été faits par grand beau temps. Aucun essai n'avait été fait par météo défavorable, ni même par grand vent. Mais le coléoptère est un avion révolutionnaire. Ajouter une voilure annulaire aux incertitudes du décollage vertical est une aventure pour le moins risquée. Pour souligner le côté plus que novateur du programme, Noraviation n'hésite pas à organiser une mise en scène exceptionnelle. Le coléoptère est présenté debout, près de l'avion historique de Blériot pour une séance de photos. Le pilote d'essai du nez en l'air le plus moderne du monde s'assoit à bord du vieil avion, réfléchissant certainement à la traversée de la Manche 50 ans auparavant. Le 5 mai 1959, Auguste Morel pilote le coléoptère pour son premier vol. Le but de cette tentative est simplement d'effectuer une brève sustentation et de rejoindre le sol. Morel contrôle l'appareil sans difficulté et après avoir atteint l'altitude prévue, il réduit les gaz. Le coléoptère est suspendu dans les airs, maintenu seulement par la colonne d'air éjectée par le réacteur. Lors de la descente, Morel n'a pour seule référence visuelle que l'horizon. Il ne peut pas voir ce qui se trouve en dessous de lui et doit faire confiance au jugement des observateurs qui le guident vers le sol. Comme pour l'attard volant, l'atterrissage du coléoptère est la manœuvre la plus dangereuse. Si on réduit trop les gaz, la gravité reprend ses droits et l'appareil tombe. Morel pose l'appareil en douceur. Le vol n'a pas duré plus de 3 minutes et demie. Auguste Morel va bientôt tenter une série de vols d'essai avec le coléoptère pour finalement effectuer une manœuvre de transition complète. Mais pour l'instant, il fête le premier vol en sablant le champagne. Lors des 7 vols suivants, Morel commence à explorer les caractéristiques de l'appareil en l'inclinant de plus en plus vers la transition. Le 9e vol a lieu le 25 juillet. Comme pour les essais précédents, il va tenter une transition partielle. Il va décoller, incliner progressivement le nez au rythme de 6 degrés par seconde pendant 6 secondes, puis voler pendant 3 secondes dans cette attitude pour retrouver ensuite la position verticale. Une fois en sustentation, il redescendra prudemment comme les fois précédentes. Le début du vol se passe comme prévu. Mais après l'ascension, Morel commence à redescendre rapidement. L'hélicoptère d'accompagnement prévient le pilote que sa vitesse de descente est trop élevée. Mais Morel a déjà remis les gaz et l'appareil continue de descendre.
Lorsque le coléoptère atteint la vitesse de descente de 11 mètres par seconde, il se met à osciller violemment. Puis, quand il dépasse sa vitesse maximale de descente, il bascule brusquement. En tombant vers le sol, le coléoptère effectue la transition en vol horizontal et dépasse les 300 km/h. Mais Morel ne contrôle plus l'appareil et s'éjecte à moins de 50 mètres du sol. Son parachute n'a pas le temps de s'ouvrir pleinement et il est gravement blessé. Quant au coléoptère, il est totalement détruit. Nord Aviation renonce à construire un autre prototype et le programme est abandonné. Cet accident marque la fin des nez en l'air pilotés. Le besoin d'intercepteurs à décollage vertical s'éteint avec les années 50. Les progrès dans le domaine de l'alerte avancée et des missiles sol-air ont remis en cause les théories des services de défense et bouleversé leurs priorités. Les nez en l'air ont beaucoup contribué à dégrossir les problèmes du vol vertical, mais ils ont toujours été limités par leur autonomie et surtout, les pilotes ne se sont jamais faits à leur position étrange. Ils apparaissent en définitive comme peu pratiques pour les applications militaires. Mais malgré l'abandon du programme coléoptère, on retrouve la formation particulière de la voilure annulaire dans d'autres projets de machines volantes de par le monde. La firme aéronautique Short Brothers de Belfast, grande spécialiste dans le domaine des engins volants télécommandés, reprend l'idée et va se distinguer par ses deux missiles particulièrement redoutables, le Seacat et le Blowpipe. Le constructeur a mis à profit son expérience considérable en matière de vol vertical et d'engins radiocommandés pour créer un nouveau type de machine volante à décollage et atterrissage vertical. Résultat, le Short Sky Spy, espion du ciel. C'est un véhicule aérien autonome conçu pour les missions de reconnaissance aérienne tactique. Comme le coléoptère, il utilise le principe de l'aile annulaire entourant un propulseur. En théorie, il doit décoller derrière la ligne de front. Guidé par un contrôleur aérien avancé, il passe de l'autre côté des lignes ennemies et prend des photos des mouvements de troupes. L'appareil retourne ensuite en territoire ami et se pose verticalement. Le Sky Spy n'a jamais été opérationnel, mais les véhicules de reconnaissance tactique autonomes continuent à faire partie de la panoplie des instruments de renseignement militaire dans le monde entier. Le nez en l'air le plus bizarre jamais imaginé reste cependant sans conteste l'appareil étudié par Bob Kress, ingénieur chez Grumman Aerospace. En 1973, il conçoit un avion à l'aspect pour le moins étrange. Surnommé avec bienveillance Nutcracker, le barjot, c'est un nez en l'air hybride qui prétend résoudre le problème de visibilité du pilote grâce à un fuselage articulé se pliant à 90 degrés. Il est conçu comme un avion de surveillance destiné à voir au-delà de l'horizon, opérant à partir des ponts des frégates et des destroyers de l'US Navy. Le Nutcracker n'a pas dépassé le stade de la maquette, mais il a certainement servi comme outil de recherche pour les futurs projets de Grumman en matière de vol vertical. Aujourd'hui, le concept du nez en l'air se perpétue dans les projets de Ken Wernecke. Pendant de nombreuses années, Ken a travaillé chez Bell Helicopter, où il a joué un rôle important dans la mise au point du convertible à rotor basculant. En 1989, il a pris sa retraite et a fondé sa propre entreprise pour continuer à mettre au point des avions révolutionnaires. Parmi les projets de Ken, une voiture volante, un appareil de transport à décollage vertical et cette machine. Un avion de reconnaissance autonome né en l'air. On a adopté cette configuration parce qu'on est persuadé que c'est la meilleure approche pour le décollage et l'atterrissage vertical, surtout sur des petits engins sans pilote. On pense que la méthode la plus simple permettra de réduire les coûts, d'assurer la fiabilité et de faciliter l'entretien. En fait, on est encore plus simple que les pogos pilotables.
Nous, on n'utilise qu'une seule hélice, alors qu'ils avaient des hélices contrarotatives coaxiales. Les hélices coaxiales servaient à corriger l'effet de couple quand les puissants moteurs se mettaient à tourner. Nous, on utilise des surfaces canards cruciformes qui éliminent la tendance à tourner grâce à leur portance. On a une surface canard verticale ainsi qu'une horizontale. C'est juste la partie mobile de l'empennage canard. Le reste est fixé sur le cylindre du moteur. L'idée est partie de ce modèle réduit très simple en polystyrène. D'ailleurs, je crois que ça vient des barquettes de viande du supermarché. Et le modèle est propulsé par un élastique. Donc évidemment, il est positionné comme ça, nez en l'air. Et une fois bien réglé, il décolle. Il faut bien sûr remonter l'élastique. Il peut décoller verticalement et rester en sustentation avant de se poser sur ses 4 points verticalement. Ken a fait voler son nez en l'air pour la première fois en 1993, près de 40 ans après le premier vol du Pogo de Convair. Parfois, c'est le besoin qui crée la machine. Et parfois, c'est le contraire. La machine est construite et on cherche à quoi elle pourrait bien servir. Quand on crée un nouveau véhicule, il faut à la fois beaucoup de connaissances, mais aussi de l'intuition. Mais il y a aussi une grande part de chance et un travail acharné. Quelquefois, le concept donne l'impression de fonctionner. Mais s'il ne donne pas cette impression, il ne marchera sûrement pas. Pourtant, on a construit certaines maquettes, comme celle-là en particulier. Personne ne comprenait comment ça marchait. Tout le monde se demandait comment on avait fait pour contrôler le couple. Mais pour Ken, la réalisation de ce nouveau projet n'est que la moitié du parcours. Il doit encore convaincre des acheteurs potentiels sceptiques qui doutent qu'une machine aussi radicale puisse avoir son utilité dans le monde réel. Quelquefois, c'est le public ordinaire qui accepte le plus facilement les choses. Les soi-disant experts, comme d'habitude, sont toujours négatifs quand quelqu'un arrive avec une nouvelle idée. Ça ne va pas, ça ne peut pas marcher, c'est impossible. Et puis, au fur et à mesure, ils se disent « Ah oui, au fond, ça pourrait marcher ». Finalement, on arrive à un moment où tout le monde trouve ça évident et que oui, ça va marcher. Voilà plus de 50 ans que les ingénieurs allemands ont imaginé de construire un nez en l'air avec un pilote à son bord pour descendre les bombardiers alliés. Faire décoller un avion nez en l'air semblait alors le moyen le plus simple pour monter verticalement. Et pourtant, l'idée n'a pas eu le succès escompté. Finalement, et c'est fondamental, on ne peut pas faire des décollages courts avec des nez en l'air, ce qui est très important pour pouvoir transporter des charges opérationnelles, comme du carburant ou des munitions. Tout ce qu'ils peuvent faire, c'est beaucoup de bruit et filer droit en l'air, puis redescendre. Donc tout ce qu'ils peuvent emporter est déterminé par la poussée que peut donner le moteur. Le désir de fabriquer un avion capable de voler comme un oiseau-mouche a conduit à de curieuses machines. Et parmi cette curieuse catégorie d'avions, les nez en l'air apparaissent comme les plus fascinants. Basculer un avion et le faire reposer verticalement apparaissait logiquement comme la meilleure solution. Mais dans son application opérationnelle, le principe s'est avéré peu pratique. Dans l'avenir, on retrouvera peut-être des nez en l'air, mais il y a peu de chances qu'ils embarquent encore un pilote. L'idée a été matérialisée et testée, mais ces machines ont probablement disparu à jamais.